Quand Sophie Lacoste rachète Fuzalp, la marque est loin de ses heures de gloire. Ancienne icône du ski français, elle ne génère plus que quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, presque oublié du grand public. Mais Sophie, elle, y voit autre chose, un potentiel, une histoire à faire renaître. À 36 ans, elle lâche son métier de comédienne et prend le pari fou de la relance. 12 ans plus tard, Fuzalp réalise plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et affiche des croissances que même les investisseurs jugent atypiques. Dans cet épisode, Sophie décortique avec nous les coulisses de ce redressement spectaculaire, les décisions stratégiques, les intuitions créatives, les risques assumés, les virages cruciaux. Comment on rebâtit une marque, comment on forge une vision, comment on reconstitue un produit, comment on apprend à décider quand on vient d'un monde, celui de la scène, qui ne vous a pas forcément préparé au tableau Excel. Un épisode rare entre stratégie, intuition et audace pour tous ceux et celles qui rêvent de transformer, de faire renaître, de construire une marque vraiment. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sophie Lacoste. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline2025. Ma chère Sophie, enchantée. Merci beaucoup d'être venue avec moi aujourd'hui sur le podcast. Alors j'ai évidemment plein de questions pour vous. J'ai envie qu'on commence quand même par l'histoire folle de Fuzalp. J'ai plutôt envie de vous demander votre CV, que vous me racontiez une scène qui serait ce moment précis où, et si on a eu un, où vous vous êtes dit, c'était peut-être dans une boutique, etc., ça y est, je rachète Fuzalp, cette marque en fait, c'est quelque chose, je sais que vous l'avez pas fait toute seule, etc., mais comprendre en fait ce moment de décision, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte c'était exactement? Alors en fait c'était je sais très bien le moment où je me suis dit oui il y a quelque chose de possible. Donc Fuzalp est basé à Annecy. Donc on nous a appelés pour nous dire il y a Fuzalp qui cherche des investisseurs, est-ce que vous voulez aller les rencontrer? Évidemment on avait reçu quelques documents, un BP, tout ça, mais on s'est dit bon on va prendre le train Paris-Annecy et aller voir un petit peu ce que c'est que cette entreprise. Et le moment où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de fort dans l'ADN de cette marque, c'est quand j'ai vu une collection qu'ils avaient mise au point, qu'ils avaient quasiment pas vendue parce qu'ils n'avaient pas le réseau pour le faire. C'était une collection très haut de gamme. Fuzalp, quand on a racheté, c'était tout petit, ça faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. C'était vendu dans les sports 2000, les intersports de Savoie et d'Isère, avec des blousons qui valaient 250, 280 euros. Très beau rapport qualité-prix. Donc avec une vraie clientèle locale qui savait ce qu'elle achetait, mais pas du tout d'aspiration esthétique, de positionnement social, voilà. Et il s'était dit, il faut qu'on fasse une gamme luxe, qu'ils n'ont pas réussi à vendre donc. Et quand j'ai vu dans le stock cette gamme luxe, je me suis dit waouh, personne ne fait ça. Personne ne dessine des vêtements comme ça, de ce niveau de qualité, de ce niveau de technicité et avec un glamour aussi fou quoi. Et c'était déjà le cas à l'époque. Et c'était déjà le cas à l'époque sur cette petite capsule. Alors avec beaucoup de fourrure, un peu un truc très voilà au titi comme on dit, mais quand même une inspiration, quelque chose de différent. Et là, on s'est dit,
Oui, enfin ça m'a plu, j'ai trouvé ça hyper sexy, hyper attractif. Et puis voilà, je me suis dit il y a quelque chose de très contemporain là-dedans. Si on rabaisse un peu le curseur du trop, on peut arriver à faire quelque chose de vraiment contemporain. Ce qui est fou, donc, c'est que c'est vraiment le produit qui vous appelait. Vous connaissiez la marque déjà à l'époque? J'imagine de nom, un petit peu. Oui, parce que la marque, en fait, quand on l'a rachetée, elle avait déjà plus de 60 ans. Moi, j'ai pas trop skié en Fusalpes parce que j'étais un peu trop jeune, mais mon frère avait skié beaucoup en Fusalpes. Et puis on est à moitié savoyard, donc le ski, ça fait partie de nos passions. Et donc, du coup, oui, on connaissait Fusalpes, mais on pensait que ça existait plus. Ouais. Comme d'ailleurs quand on a ouvert nos premières boutiques, on avait des gens qui passaient la porte en nous disant « Oh, mais Fusalpes, ça existe encore, mais c'est incroyable. Alors vous savez, j'avais eu quand j'avais 8 ans en cadeau de Noël, un fuseau. » Enfin, ils commençaient à nous raconter leur vie, leurs meilleurs souvenirs, en me disant « Mais ça grattait en plus, ce fuseau, c'était affreux. » Je dis « Non, mais ça ne gratte plus. Vraiment, allez-y. » Et c'était hyper touchant, en fait, d'avoir cette proximité affective. Et c'est une marque qui fait partie du patrimoine français, vraiment. Complètement. Donc, j'ai eu moi aussi mon petit fuseau de ski qui grattait, mais que j'aimais quand même d'amour. Et c'est vrai que c'est fou, ces marques qui ont à un moment disparu. Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais vous avoir sur le podcast, parce que je trouve que littéralement redonner une seconde vie, en fait, à une marque dans l'air du temps, en plus. C'est-à-dire que vous arrivez à l'adapter à la vie d'aujourd'hui. C'est assez passionnant, et c'est ce dont on va parler, si ça vous va. Notamment, un des points que vous abordez beaucoup de ce que j'ai pu lire sur vous, c'est que vous parlez souvent d'un équilibre entre technicité et style. Et donc, je serais curieuse de comprendre qu'est-ce que ça signifie vraiment concrètement pour vous, cet équilibre. Pourquoi est-ce que c'est si important, et en quoi peut-être est-ce que ça incarne l'ADN de Fusalpes? C'est le fondement, c'est la base de Fusalpes, c'est vraiment cette conversation entre le style et la technicité. La technicité parce qu'en fait, ça a été créé par oui, je pense que c'est lié au fait que ça a été créé par des tailleurs à Annecy, donc des gens qui faisaient des costumes 3 pièces, quoi, vraiment. Et en 1952, et qui se sont dit, à cette époque-là, le prêt-à-porter n'existe pas, soit on se fait faire ses vêtements, soit on les fait soi-même. Et ils se sont dit, il faut qu'on arrive à faire des vêtements taillés pour le sport. Ils adoraient la montagne, ils étaient au pied des montagnes, et ils avaient des amis qui étaient des grands skieurs alpins. Parce que les années 60, c'est vraiment l'hégémonie du ski français sur le monde. On a les meilleurs skieurs au monde, et on remporte toutes les médailles. C'est très très impressionnant. Et donc ces gens-là se sont dit, on peut apporter quelque chose à la performance. Et ils ont inventé la première combinaison de compétition de ski. La combinaison moulante que tous les skieurs mettent aujourd'hui, c'est eux qui ont fait la première. Et ils étaient très très innovants. Donc en fait, ils avaient à la fois ce goût pour le beau vêtement, le tailleur, quelque chose d'élégant, la coupe, vraiment la coupe, la passion de la coupe, et en même temps cette envie de technicité pour trouver du stretch. À cette époque-là, le stretch n'est que dans un sens, donc il faut apporter un stretch dans les deux sens pour arriver à vraiment galber le corps, et donc toute cette technicité au service de quelque chose. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça m'amène à une question que je voulais vous poser sur quand on a une marque avec un tel héritage comme Fusalpes, j'imagine qu'il faut aller plonger dans les archives, comprendre et tout, parce que finalement c'est une marque que vous ne connaissiez pas si bien que ça, en tout cas pas de l'intérieur. Bien sûr. Et donc est-ce que vous auriez vous pourriez nous expliquer comment ça se passe, comment est-ce qu'on comprend fondamentalement une marque quand on la rachète pour ensuite la faire émerger? Parce que le sentiment que ça donne de l'extérieur, c'est que ce que vous faites, c'est que vous allez puiser finalement dans l'héritage pour ensuite le faire revivre, mais que fondamentalement vous ne transformez pas au sens où il y a quand même une ligne directrice qui est celle du passé qui reste, et en même temps c'est plus une adaptation, on va dire, qu'un 180 complet. C'est en tout cas l'impression que ça donne, au sens où on se dit vous avez complètement changé les produits, l'image, etc., mais c'est quand même basé sur quelque chose qui existait auparavant et qui n'a pas été entièrement transformé. Et donc très curieuse de savoir concrètement comment ça se passe, si vous avez peut-être un exemple de comment est-ce que on reconstruit une image et une marque avec des codes alors qu'il y a quelque chose déjà d'existant. C'est tout l'intérêt de la reprise d'une entreprise, et encore plus d'une marque, parce qu'en fait nous on se positionne en passeur. La marque existait avant nous, elle va exister après nous, et on doit être au service de cette marque. Et donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre ce que les fondateurs ont voulu faire. Donc l'ADN, c'est pour ça que je vous parle de tout de suite, parce que c'est eux qui fondent
ce qu'on souhaite faire. C'est ma belle-sœur qui est notre directrice artistique, Mathilde Lacoste, et elle adore faire des vêtements avec une contrainte en fait. C'est-à-dire déjà on a un usage parce que même aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires c'est des vêtements de ski, mais 50% c'est des vêtements urbains. Mais des vêtements qui sont là pour accompagner le mouvement. On est vraiment au service du mouvement. C'est des vêtements de protection, respirants, dans lesquels vous allez vous sentir beau et qui vont pouvoir vous accompagner dans tous les mouvements de la vie, dans le voyage, en vélib, pour prendre le métro, enfin dans toutes ces choses dont on a besoin d'agilité, de confort et en même temps d'élégance. Parce que ce qui est formidable quand on fait des vêtements, c'est qu'on donne aux gens l'armure en fait pour pouvoir vivre et accomplir des choses. La manière dont vous vous habillez, c'est la manière dont vous vous présentez aux autres et c'est ce qui va vous rendre capable aussi, pas seulement évidemment, mais vous avez quand même besoin d'avoir une image de vous qui correspond à ce que vous attaquez. Bien sûr. Et ça c'est très fort. Et être au service de ça, c'est hyper intéressant. Alors concrètement, oui évidemment, c'est se plonger dans l'héritage, mais il s'agit pas de faire des produits vintage, il s'agit pas de faire comme eux, de reproduire, il s'agit vraiment de se poser les questions du contemporain, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui, comment les femmes et les hommes s'habillent aujourd'hui dans la rue. On a le sport qui descend beaucoup dans la rue, on peut mettre, vous voyez, à New York, à Paris, des femmes en legging avec un Kelly, enfin, c'est tout ça se mixe beaucoup, et comment nous, on peut être vraiment au service de ça et extrêmement légitime et authentique. Je dis toujours que ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est une certaine authenticité. C'est-à-dire on vient des montagnes, on a cette énergie-là, et ce qu'on délivre, c'est vraiment un produit qui est le plus aligné possible avec nos valeurs. Concrètement, quand vous reprenez la marque, est-ce que les codes de marque, donc là on comprend cet équilibre entre l'élégance et entre la technicité, vous avez parlé du fait qu'il y avait des coupes impeccables qui viennent de l'héritage des tailleurs, par exemple. Donc j'entends, alors c'est mon côté un peu marketeuse, mais du coup je trouve ça très intéressant, des codes qui devaient être assez ancrés. Est-ce qu'ils étaient établis ou est-ce que vous avez été obligé d'aller creuser pour les comprendre et pour finalement les sortir un peu de terre? Alors quand on est arrivé, ils travaillaient plus sur ces codes-là, c'est certain. Après, oui, on a fait une plateforme de marque pour essayer de se mettre d'accord sur ce qu'on voulait dire, mais on est allé profondément de ce qui était exprimé et qui est exprimé de manière forte, hein, la silhouette, ce côté un petit peu, ce twist qui se prend pas trop au sérieux quand même. On est là pour faire des choses qui apportent de la joie, qui apportent une énergie positive, et en même temps aussi des choses très pérennes. On a des vêtements qui doivent durer longtemps. On a une garantie de 5 ans, une réparabilité à vie. On est vraiment là pour s'inscrire dans la durée. Donc c'est cet équilibre-là, mais les fondamentaux de la marque, ils étaient assez évidents en fait. On n'a pas à chercher très très loin. Alors, cet alignement, il semble avoir un certain succès, puisque, comme vous l'avez dit, quand vous avez repris Fusalp, c'était autour de 5 millions. Maintenant, voilà, ce podcast n'est pas un podcast de chiffres, mais autour, mettons, de 60 millions, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, en fait, quand même, plus de x10, ce qui est colossal. Et en assez peu de temps, puisque en 10 ans, ouais. En 10 ans, donc c'est à la fois court et long, mais disons que c'est quand même 1 x 10 en 10 ans, c'est assez sympathique comme croissance. Et je pense qu'il y a évidemment beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui se disent moi aussi j'aimerais bien réussir à faire x10 en 10 ans. Et donc je suis obligée de vous poser la question, Sophie, non pas de exactement comment vous avez fait, mais est-ce qu'il y a eu des moments, il y en a certainement eu plusieurs à plusieurs étapes sûr, en fait du parcours, donc vous pourriez nous parler, qui ont été des moments cliquets, des moments de rupture, vous avez pris des décisions avec l'équipe qui ont eu des points d'inflexion finalement dans la croissance. Mais la première décision, ça a été d'ouvrir des boutiques, parce que quand on a racheté la marque, c'était que du wholesale. Et donc, on s'est vite aperçu que si on voulait développer des collections, il allait falloir, et on voulait faire une vraie montée en gamme, en fait. Notre projet à nous, c'était de faire de l'urbain, parce que cette technicité pouvait s'adapter à l'urbain, et puis faire des vêtements très haut de gamme, et qu'on pourrait qualifier de luxe même. Et donc du coup, forcément, on avait besoin d'ouvrir des magasins parce que c'était pas nos clients wholesale qui allaient pouvoir nous acheter ces produits-là, et il fallait qu'on puisse avoir une taille d'offre suffisante. Donc ça a été un élément très fort parce qu'il a fallu se poser la question, mais à quoi va ressembler une boutique Fusalp? Tout le monde m'a dit tu vas l'ouvrir à Courchevel. Non, on l'a ouvert à Paris. Oui, mais c'est vrai que ça n'a, entre guillemets, ça peut paraître ne pas avoir de sens. Oui, c'est le pari qu'on a pris. Bon, rue des Blancs-Manteaux quand même, on n'était pas trop perdus. Et dans une boutique que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que
Tu sais, enfin, dans le Marais, les rues sont assez étroites. Ouais. Et donc souvent, les boutiques sont assez sombres. Et en fait, nous, on est face à un grand square, ce qui fait que la boutique est baignée de lumière. D'accord. On l'a fait en bois très clair. Et du coup, il y a une énergie, en fait, dans cette boutique que j'ai toujours beaucoup aimée et qui a, du coup, fonctionné en 2 mois. Elle était rentable. Et alors, pourquoi ce choix? Enfin, alors, c'est hyper intéressant parce que on se dirait effectivement un Courchevel ou pas, mais en tout cas la montagne. Ouais. Et écoute, ce qu'on s'est dit, c'était que vraiment, il fallait qu'on ouvre les horizons de nos clients, qu'ils puissent s'imaginer autre chose avec Fusal, et puis surtout toucher une clientèle qui soit assez cosmopolite et qui puisse faire rentrer Fusal dans sa vie plus quotidienne. Oui. Donc Paris pour nous c'était évident, et puis c'était aussi une manière de prendre la parole en fait. Quand on a racheté Fusal, qu'on a eu de la chance, on a fait tout de suite un partenariat avec Colette, ce qui nous a donné énormément de visibilité. On a eu les vitrines, on a été dans la newsletter, et donc on a eu beaucoup d'acheteurs qui ont vu que Fusal revenait. Et là, on s'est dit, il faut vraiment faire un statement et dire, on est ici, on est à Paris, et on va faire quelque chose de grand. C'était vraiment ça qu'on voulait dire. Et donc, du coup, voilà, et on s'est promené dans Paris. Je suis allée prendre des cafés dans plein de quartiers, et je me suis dit non, vraiment, à ce moment-là, je prendrais sûrement pas la même décision aujourd'hui, parce que le Marais a beaucoup changé, mais à ce moment-là, l'endroit où il fallait être, c'était le Marais. Et puis, évidemment, on n'avait pas les moyens d'aller dans les rue des Francs-Bourgeois, rue des Archives, tout ça, donc on a trouvé la petite rue perpendiculaire, avec la boutique qui nous a paru avoir la bonne énergie, et ça a tout de suite marché. Les clients qui venaient au départ, c'était des anciens clients de Fusal, c'était des touristes, c'était des curieux. De touristes, énormément de touristes les 2 premiers mois, mais on a ouvert en septembre 2015. Donc les attentats ont eu lieu en novembre, et donc les touristes sont partis. Mais du coup, on a les Parisiens qui ont commencé à venir du coup en perspective des vacances d'hiver. Et qui ont découvert ce qu'on faisait en ski, ce qu'on faisait à côté du ski, et qui ont voulu être prescripteurs en fait. Et on a ouvert en même temps la boutique à Paris, et en même temps une boutique à Verbier en Suisse. D'accord. Ce qui nous a permis aussi de tester un peu le ski, les Anglais, enfin voilà, un autre type de clientèle. Et paradoxalement, la parisienne a mieux marché que Verbier. Alors la boutique de Verbier était minuscule. D'accord. Vraiment, elle faisait 30 mètres carrés, c'était vraiment très petit, mais elle a bien marché, elle a très bien marché, mais celle de Paris, vraiment, une manière plus imposante. Donc premier point d'inflexion, déjà la décision en fait de faire du retail, ce qui n'était pas du tout évident, parce que en plus il n'y a pas beaucoup de marques quand même, il y a 10 ans en plus, qui sur un segment de ski, enfin de vêtements de ski haut de gamme, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, en plus ouvrent leur propre boutique. C'est vrai que c'est beaucoup du wholesale à la base. Oui. Est-ce que une deuxième décision, donc ça, le retail, ça a quand même été plus qu'une décision, parce que c'est carrément la stratégie maintenant, et puisque vous avez combien de boutiques maintenant? On a 55 boutiques. 55 boutiques, mais vous gardez quand même une grosse partie encore en wholesale. En wholesale, on fait 15% de notre chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup, en fait. Ce qui est pas énorme. Et pour nous, c'est justement un très gros levier de croissance. Ouais. On travaille beaucoup là-dessus parce on l'a pas assez travaillé clairement. Et puis on avait des collections qui étaient pas forcément évidentes pour le wholesale. Et là, du coup, c'est vraiment notre gros levier de croissance, c'est le wholesale. Et la notoriété pour faire venir, est-ce que pour toi le retail a été suffisamment fort, vous étiez suffisamment bien placé pour que finalement le drive to store il se fasse assez spontanément, ou moi j'ai quand même vu passer beaucoup de campagnes Fusal depuis quelques années, alors que il y a quand même avant ça, je me rappelle pas j'ai aucun souvenir de campagne précédemment qui était en plus assez marquée, assez forte, effectivement vraiment dans cet équilibre entre à la fois le côté ski et en même temps très stylé, très dans cette élégance, très mode. J'imagine que donc la partie communication et marketing, elle a quand même joué aussi un rôle assez important dans le développement de l'entreprise. Bien sûr. Donc ça, dès le départ aussi, vous êtes dit, on fait du retail et il faut en fait qu'on change l'image et qu'on investisse sur cette image. Oui, mais investir avec des moyens assez faibles. On n'a pas énormément. On a vraiment essayé de. C'était un RP un jour qui m'a dit, on va faire un effet Perrier avec un budget. un effet champagne avec un budget Perrier. Et c'était vraiment ça la ligne. On n'investissait pas énormément et on n'investit toujours pas énormément en marketing, mais essayer de trouver des choses un peu malines. Et t'aurais des exemples de choses peut-être que vous auriez fait par le passé qui ont été particulièrement malines, où vous dites donc c'est bien smart de faire ça. Ce qui a très très bien marché, c'était la campagne avec Constance Jablonski, qui a été vraiment une étape dans la perception de la marque, qui était magnifique, vraiment très très belle campagne qu'on a eu la chance de faire
un peu, voilà, entre deux choses pour Constance. Enfin, c'était pas, voilà, de manière plus inhabituelle. C'était pas bien calé comme presque un peu spontané, tu veux dire? Un peu spontané, voilà, où c'était un peu entre deux choses pour elle, et elle nous a laissé une petite place, et puis ça s'est fait. Peut-être qu'elle aimait la marque, elle la connaissait. Elle aimait la marque, elle est skieuse, voilà, donc on a eu cette opportunité-là, et elle a été extrêmement réussie. Pour nous, ça a été vraiment un enjeu très fort. Quelque chose qui fonctionne très bien aussi, c'est les collaborations. Qui pour le coup sont à la fois un enjeu marketing mais aussi un enjeu commercial, puisqu'on a fait la première collaboration avec Colette, et puis après une collaboration avec Chloé et une collaboration avec Pucci. Et ça, en termes de marketing, c'est très fort. Bah oui. Ça permet aussi de mutualiser des moyens et puis de toucher une clientèle qui nous connaît pas. Bien sûr. Vraiment pas. Et ça, c'est très intéressant. Et puis commercialement, en fait, c'est des collaborations qui marchent très bien. Où les pièces sont distribuées à la fois dans vos boutiques et dans les boutiques des marques partenaires? Exactement. Mais ce qu'on a fait aussi pour ces deux collaborations-là, c'est un partenariat avec des plateformes, en l'occurrence, voilà, MyTeresa, qui en plus donne un aura à la collaboration encore plus fort. Hyper intéressant. Et donc pour toi le mix, finalement, si on devait résumer quelque chose qui ne peut pas se résumer puisque on ne résume pas, disons, d'entrepreneuriat et de travail comme ça, mais le mix qui fait quand même ce succès et cette croissance, c'est un investissement fort sur à la fois le retail et donc ce choix stratégique fort, où j'ai l'impression que tu dis maintenant que vous regrettez peut-être un peu de pas avoir assez investi sur le wholesale, mais d'un autre côté... Non, c'est des étapes. Voilà, c'est des étapes. C'est vraiment des étapes. Je pense qu'il fallait qu'on fasse ça comme ça. Et maintenant, il faut qu'on améliore notre réseau wholesale. Mais on peut pas tout faire en même temps non plus. Mais le plus gros investissement qu'on ait fait, c'est sur le produit. Le vrai gros premier sujet, c'est le produit. On a énormément investi, on a un même atelier... en amont, j'imagine, d'ailleurs, du reste. Ouais. On a un atelier de modélisme dans nos murs, ce qui est très rare pour des marques comme nous. On a un atelier de R&D, on fait plus de 12 000 tests par an. C'est-à-dire qu'on est vraiment des ayatollahs du produit. Ce qu'on fait, personne le fait. Et c'est... d'ailleurs, souvent, on nous dit, mais là, vous allez trop loin, gagnant des points de marge. Mais non, on veut absolument avoir une qualité, une technicité, à s'améliorer. Enfin, c'est vraiment là-dessus, le gros investissement, il est là-dessus. D'accord. Et donc dans l'ordre, produit, retail, et ensuite finalement en dernier, communication. Exactement. Parce que si t'as pas les deux premiers piliers, finalement ça sert pas à grand chose. Très clair, merci pour ce petit cours de business et d'entrepreneuriat. Quand même une question sur la reprise. Je sais pas dans quel état était l'entreprise, elle était toute petite, donc j'imagine qu'il y avait pas beaucoup de collaborateurs, etc. Mais c'est jamais évident quand même de reprendre une structure parce que il y a des équipes en place, etc. Est-ce que tu peux nous raconter quand même comment ça s'est passé et comment aussi vous l'avez géré? Comment est-ce que vous avez onboardé les équipes qui ont vu ce grand changement? Enfin, ça devait pas être évident pour eux non plus. C'était assez formidable, hein. C'était hyper joyeux. On a repris donc à quelqu'un qui avait 62 ans, donc qui était pas très vieux, qui serait bien resté encore un petit peu, mais il s'est dit c'est l'occasion de faire une transmission qui me plaît. On s'est très bien entendu avec lui. C'était un homme assez formidable qui était là depuis 40 ans et donc qui nous a vraiment aidé le plus possible à ce que la transition soit positive. Les salariés, il y en avait une trentaine. Il y en a qu'un seul qui est parti, c'était le directeur export, parce qu'il venait d'arriver 5 mois avant et qu'il avait une conception de sa tâche qui était très éloignée de la nôtre. En fait, lui, il s'imaginait rester derrière son bureau et passer des coups de fil, et nous, on s'est dit non, en fait, il faut aller voyager. Voilà, il avait pas du tout les mêmes envies que nous, donc on s'est mis très vite d'accord, et il est parti. Tous les autres sont restés. On avait des gens qui étaient là depuis 30 ans, enfin, qui avaient vraiment vécu toutes les étapes, et ils nous ont accueillis avec énormément de bienveillance. Ils étaient souvent bien plus âgés que nous, et en nous disant voilà, il y a eu des années difficiles, ça a été très compliqué, on veut être là pour quand ça ira mieux. On veut voir ça, on veut vivre ça, et ils nous ont énormément aidés. Et puis j'imagine quand même que c'était un vivier de connaissances de marques qui devait être dingue. Ouais. Et la responsable produit à l'époque, qui a pris sa retraite il y a 3 ans, Nadine, qui est un personnage fantastique. Moi, je l'appelle The Body parce qu'elle a 69 ans, elle a un corps mais incroyable. Chaque fois, elle nous raconte des trucs, elle fait des escalades, enfin des trucs de dingue. Et elle travaille sur les matières depuis
le début des années 70 en fait. Donc tous les fabricants, elle les connaît, elle a un historique de ce qui a pu se faire, de ce qui avait été tenté, et ça c'était une richesse formidable. Et nous on vient d'une entreprise familiale, donc on avait ce respect-là en fait, cette envie de rencontrer ces gens. Enfin moi j'avais envie d'apprendre, j'y connaissais rien en vêtements de ski. Je suis skieuse, mais bon voilà, ma belle-sœur qui est une directrice artistique avait jamais dessiné un vêtement de ski. Donc on est accompagné par des bureaux spécialistes. Mais bon, il fallait découvrir ça. Et ça, c'était voilà, on a été accueillis avec vraiment les bras ouverts. Alors, tu me fais une belle transition parce que justement, je voulais aussi revenir au début et j'ai quand même l'impression que fondamentalement, ton histoire, c'est une histoire assez ancrée dans les entreprises familiales, qui est un sujet bien sûr qui me parle aussi, comme tu sais, et puis qui se transmettent en fait, des entreprises qu'on va faire durer avec certes de la croissance, mais en fait un vrai souci d'une saine croissance, je dirais. Et donc pour les personnes qui sans refaire ton CV bien sûr, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si on se doute avec ton nom de famille Lacoste d'où ça peut venir, mais est-ce que tu peux nous dire en fait dans quel contexte familial t'es né? Et finalement, à quoi ressemblait ton enfance et comment est-ce que t'es rentrée aussi dans ce monde de la mode? Donc moi, ma famille était propriétaire de la marque Lacoste, qui a été créée par mon grand-père, dont j'étais très proche. J'ai eu la chance d'être très proche de mes grands-parents. Et en fait, je suis née dans l'entreprise. Enfin, tu vois, c'est assez basique. Quand j'étais petite, on défilait entre des tables de commerciaux dans un petit bureau, et quand on a vendu, on faisait un défilé à New York. Donc il y avait pas de séparation entre le privé, enfin c'était vraiment hyper mêlé comme ça. Ouais, c'était vraiment hyper mêlé. À table, le soir, on discute de boulot. Bien sûr, oui. Et des enfants comprennent pas grand-chose, mais sont là, quoi. Mais on suit. Moi, j'ai fait beaucoup de visites de marché avec mon oncle. Enfin, voilà, on est dedans, en fait. Il y a un truc qui est instinctif. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps. Alors lui, il s'occupait pas vraiment de Lacoste parce qu'il était ingénieur. C'était pas, il a créé Lacoste, mais c'était un boulot du samedi matin pour lui. C'était pas son vrai métier. C'est mon oncle qui l'a vraiment développé. Mais lui, il était ingénieur aéronautique, mon grand-père. Il travaillait sur les avions. Et donc, du coup, mais on a toujours été traînés dans les bureaux. Moi, j'ai été au conseil d'administration à 21 ans. Donc, on a toujours été très impliqués dans Lacoste. Ça faisait vraiment partie de nous. Mais déjà, on était habillés des pieds à la tête en Lacoste. Bon, ça, c'était un peu moins drôle. Mais pas de choix. Mais voilà, mais c'était... ça faisait partie de nous, vraiment. Est-ce que tu t'es, quand tu étais plus jeune, posé la question finalement de ce que tu allais faire plus tard dans la vie? Je te pose la question parce que je me dis, quand en fait on vient d'une famille comme ça, où en fait c'est presque un peu une évidence en fait qu'on va travailler dans la mode, qu'on va travailler chez Lacoste, etc. Est-ce que en fait finalement tu t'es posé la question, ou non, pour toi ça a été une évidence, tu t'es dit en tout cas je vais rester dans le milieu de la mode, de l'entrepreneuriat? C'était quoi tes rêves d'enfant? Alors pour moi, c'est plus le milieu de l'entrepreneuriat que de la mode, en fait. C'est plus ça qui m'intéresse. Mais j'ai fait autre chose pendant 10 ans. Et ça, je pense que c'était absolument fondamental. J'aurais pas pu ne pas le faire. C'est-à-dire que j'ai fait Dauphine, je suis allée travailler un peu dans la finance. Et puis après, en fait, je suis allée passer des concours de comédienne dans des écoles nationales. Donc pendant 10 ans, j'ai fait du théâtre. J'ai vu ça, donc qui est quand même entre guillemets c'est pas que ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. on ne penserait pas que tu as fait, enfin si on peut l'imaginer, mais je veux dire c'est vrai que ça paraît pas commun en fait dans un parcours d'entrepreneur. Écoute, c'était absolument fondamental. Alors depuis que je suis petite, je veux faire du théâtre. De toute façon, moi c'était, si je me posais pas de questions, c'était sur le fait que je voulais faire du théâtre. C'est un peu l'incongruité, c'était d'avoir fait autre chose. Rigolo. Mais à 18 ans, 17 ans, quand j'ai eu mon bac, je me suis pas senti les épaules en fait pour aller attaquer ce métier-là, qui est un métier très difficile. Et puis j'avais envie de comprendre le monde économique, puisque moi j'étais dans cet univers-là quand même. Mon père aussi est financier, il travaillait chez Lacoste, mais il a une banque aussi à côté en Suisse. Donc j'avais besoin de comprendre, c'est pour ça que j'ai fait en spécialité finance, j'avais besoin de comprendre le monde dans lequel je vivais, vraiment. D'aller travailler un peu en entreprise, j'avais vraiment besoin de ça. Et puis une fois que j'ai fait ça, je me suis dit que j'allais faire ce qui était un peu plus sérieux, donc du théâtre. Et puis, tu sais, j'ai lu un jour, c'est Steve Jobs, je crois, à qui on a demandé comment il définirait l'intelligence. Et il a dit que l'important, c'était d'avoir plusieurs points de vue, d'être capable d'avoir plusieurs points de vue sur la vie, de ne pas se cantonner
à son propre point de vue. Alors j'ai entendu ça a posteriori, hein, c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais je pense que ça a été extrêmement fondateur parce que ça m'a permis d'avoir un point de vue complètement différent sur la vie, d'être entouré de gens complètement différents, des gens qui avaient pu m'entourer jusqu'ici, et de vraiment d'avoir une compréhension du monde beaucoup plus complexe que celle que je pouvais avoir avant. Et puis aussi, ça m'a permis de faire un truc toute seule. Parce que, l'air de rien, ce concours d'école de théâtre, il y avait 600 candidats, 14 reçus. Donc, je l'ai fait toute seule. C'est pas le fait de m'appeler Lacoste, c'était plutôt un inconvénient que voilà, mon milieu d'origine était plutôt un poids qu'un atout dans cet univers-là. Et donc, du coup, je l'ai fait toute seule. Et ça m'a quand même montré que je pouvais exister, moi, sans toute cette chance incroyable que j'ai eue à la naissance. Tu penses qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être de la post-rationalisation, on va se prendre un petit délire, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, au-delà de ce que ça t'a appris à titre presque philosophique de ce que tu dis là, dans ton quotidien, ton passé de comédienne t'apporte quelque chose, je sais pas, une meilleure compréhension des gens, meilleure empathie, est-ce que tu penses aujourd'hui que ça t'a apporté quelque chose dans ton travail de dirigeant d'entreprise? Ah, complètement. Ouais, complètement. C'est exactement ce que tu dis, la compréhension des sentiments et des réactions des autres, en fait. Cette espèce d'empathie qui fait que tu es en vraie observation des gens qui sont en face de toi. Et ça c'est assez fondamental. Ouais, c'est sûr. J'ai lu que tu avais dit une phrase, il me semble, l'instinct prime sur toute stratégie. Ou en tout cas, donc, l'instinct est important. Alors on peut faire la corrélation avec justement la comédienne qui est aussi un peu justement dans la compréhension des émotions, etc. Même si un instinct c'est pas forcément une émotion, mais bon. Et donc j'aurais aimé comprendre peut-être pourquoi est-ce que tu t'es formulé cette phrase ou pourquoi tu l'as dite si c'est effectivement le cas. Peut-être avec un exemple ou simplement pourquoi est-ce que aujourd'hui tu aimes cette idée de l'intuition, de l'instinct. Dans un monde où c'est pas toujours très valorisé. Bah, tout simplement parce qu'à chaque fois que je l'ai pas fait, je m'en suis beaucoup voulu. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, pour embaucher quelqu'un, tu le rencontres et puis tout va bien, tout est, le CV est parfait, l'expérience est parfaite, mais il y a un truc, tu sais pas quoi, mais il y a un truc qui va pas. Je me souviens une fois, il y avait quelqu'un qui était venu à un entretien d'embauche. Alors c'est bon, pour le coup, c'est un peu idiot, mais avec un trou dans son t-shirt. Et je me suis dit, bon, c'était un poste, on galérait vraiment pour le remplir, on n'y arrivait pas, donc on l'a recruté. Mais je me suis dit, et puis ça s'est pas bien passé. Et je me suis dit, c'est pas possible de venir à un entretien d'embauche avec un trou dans son t-shirt. Puis c'était pas un petit trou, c'était vraiment. Tu te dis, enfin voilà, c'est pas que je veux absolument que les gens soient des icônes de mode. Voilà, il est visible. Mais là, tu te dis bon, enfin, tu vois, moi je vais rencontrer quelqu'un, je veux pas avoir un trou dans mon t-shirt. Et ce truc-là de se dire quand t'as quelque chose qui te dit. C'est Bernard Arnault, je vais citer tous les mais un jour je l'ai entendu dire mon secret c'est de n'écouter personne. Alors c'est peut-être pas forcément à suivre tout le temps, il faut beaucoup écouter les gens, mais quand même à un moment si tout le monde te dit c'est ça qu'il faut faire mais que toi t'es persuadé que non en fait c'est pas ça, moi je préfère faire ce que je crois parce que au moins si je me trompe ça sera de ma faute. Mais te tromper parce que tu ne t'es pas fait confiance. Et et parfois il faut arriver à être disruptif, il faut arriver à ça. Et c'est vrai que les entretiens d'embauche c'est pour le coup le meilleur exemple. Et de se dire où voilà, tu fais taire la lumière parce que ça fait c'est 14e candidat que tu vois, tu trouves pas, t'as besoin absolument de recruter parce que t'es en train de faire le job que la personne doit faire et que t'en peux plus. Donc voilà. T'as un énorme conflit d'intérêt que tu veux absolument recruter. Voilà, donc tu le fais et souvent il fallait quand même écouter ce que tu ressentais. Et ça, je pense c'est pareil pour les ouvertures de boutiques, tu vois. Là récemment, quand je crois vraiment à un emplacement, on peut me dire non, mais tu sais, faut peut-être attendre, il y aura peut-être mieux. Je fais non, celui-là, c'est bien. Et je sais, j'ai vu les gens, je me suis assise, je prends des cafés toujours beaucoup, je vais voir les gens qui traînent dans le coin, qui rentrent dans les magasins. Je sais que ça, c'est nos clients, c'est là qu'il faut l'ouvrir. Et on peut me faire plein de tableaux, plein de trucs, m'expliquer de manière très rationnelle que ça c'est pas évident. Non, c'est là qu'il faut le faire.
j'ai l'impression de ce que tu décris, c'est intéressant, que c'est quand même basé sur de l'observation et sur beaucoup de petits indices. C'est-à-dire que c'est pas Pity qui a déclaré que là cette boutique va faire du chiffre d'affaires, quoi. C'est quand même basé sur un instinct. Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que j'avais fait un épisode de podcast avec Olivier Sibony, qui est un professeur HEC sur la prise de décision, qui m'expliquait qu'en fait la vraie intuition, le vrai instinct, en fait quand ils sont corrects parce qu'en fait ils sont basés sur 1 million d'indices, si tu veux, issus de notre expérience, où en fait on est un peu devenus des experts, et donc c'est juste que notre cerveau hyper rapidement va se dire bah en fait ça coche les cases, c'est bon. Et de temps en temps, biais cognitif, on pense qu'on est expert alors qu'en fait on l'est pas. Mais dans ton cas, visiblement c'est plutôt basé sur l'expérience, quoi. Voilà, mais sur la marque en tout cas aujourd'hui, je commence vraiment à la ressentir, enfin tu vois, et j'ai envie de faire confiance à ça, parce qu'à chaque fois que je l'ai pas fait, je m'en suis voulu. T'as mis combien de temps à arriver à cet état où maintenant comme tu dis, tu ressens la marque, tu la comprends bien? Je te pose la question parce que ça fait 10 ans, enfin plus de 10 ans, 13 ans maintenant que j'ai créé mon entreprise. Et même si bien sûr je la comprenais parce que je l'ai créée, en réalité c'est marrant, c'est un peu comme un objet vivant quand même, je trouve, une marque. Et ça évolue, et puis nous-mêmes, moi je suis plus dans une phase où je la découvre quand même, cette marque, parce qu'en fait elle vient de moi, mais en fait en réalité elle évolue un peu, enfin c'est un peu bizarre ce que je raconte, mais et donc bref, tout ça pour dire que maintenant je pense que je la comprends bien, mais j'ai mis beaucoup de temps, enfin je pense que j'ai mis effectivement à peu près une dizaine d'années, et donc je serais curieuse de comprendre, dans ton cas elle était plus structurée déjà de base, l'entreprise, enfin la marque, mais la chose c'est que nous on était quand même une équipe à la reprendre, et donc il a quand même fallu qu'on se fasse des convictions collectives sur une marque qui existait déjà. Donc quelque part, et ce que Lacoste nous a apporté, parce qu'on travaillait tous chez Lacoste, c'est mon frère, ma belle-sœur, Alexandre Fauvet qui était directeur général à ce moment-là, et moi, on venait tous de chez Lacoste, et donc on avait cette expérience de gestion de marque en fait, et de Lacoste qui est pareil, une marque patrimoniale hyper forte, qui pour le coup qu'on avait dans notre chair depuis notre naissance, donc quelque chose qu'on ressentait très fort. Donc il a fallu qu'on se mette d'accord sur cette marque ensemble pour savoir ce qu'on allait faire. Et donc du coup, quelque part, ça a vite induit une conviction forte. Il y a aussi ma belle-sœur, Mathilde, qui est notre directrice artistique, qui, elle, a une vision hyper radicale des choses, et qui donc dit ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Enfin, c'est vraiment elle la garante. Je pense que sans elle, on n'aurait pas pu faire ça. C'est vraiment elle qui nous a porté. Et donc, elle nous a mis d'accord quelque part sur ce qu'est la marque. Et à partir de ça, on l'a, je pense, intégré assez rapidement. J'ai une question philosophique peut-être nulle, mais je me la pose souvent, donc je préfère te la poser. Est-ce que tu penses que cette vision de Mathilde aurait pu être une vision complètement différente et qui aurait quand même marché? Ma question sous-jacente, c'est est-ce que finalement ce qui compte, c'est plus l'alignement, la cohérence et le fait d'avoir une vision très forte et très assumée, presque plus que la vision en elle-même? Alors, je pense qu'il vaut mieux avoir une vision très très forte ensemble plutôt que, enfin voilà, enfin si t'as une vision très forte qui est pas partagée, là ça va quand même être compliqué. Je pense que il y a quelque chose qui est de l'ordre dans toutes les reprises. T'entends ça, en fait, déjà la reprise nous allait bien, c'est-à-dire que la marque fitait bien avec ce qu'on était. Je pense qu'il y avait une vraie rencontre. Qui a fait que c'est la rencontre entre nous et Fusalp qui a fait que ça a pu donner ce développement-là, un momentum qui a fait que cette vision-là a été pertinente à ce moment-là. C'est la rencontre de beaucoup de choses en fait qui ont fait que ça a fonctionné. Cette vision, pour nous, elle était évidente. Donc j'aurais du mal. Alors oui, peut-être qu'une autre vision aurait pu très bien fonctionner, mais peut-être avec d'autres moyens aussi. C'était un alignement entre nos moyens à nous, qui était pas énorme non plus, avec ce qu'on apportait de notre expérience et de nos réseaux, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on savait faire, du lien qu'on avait avec le sport aussi, et puis de ce moment-là où l'activewear commençait à rentrer dans la rue, où tu vois les baskets commençaient à coûter cher, où tout ça s'activait en fait. Et après, j'ai du mal à imaginer notre stratégie parce que pour nous, elle était évidente. Si on parle un peu plus de concrètement à quoi ça ressemble ta vie et un travail comme le tien, est-ce que tu pourrais essayer de me décrire, même si j'imagine qu'il n'y a pas de journée type,
mais un peu une journée finalement dans la vie de Sophie Lacoste. À quoi ça ressemble? N'hésite pas à rentrer dans les détails, même tu vois qui sont pas forcément professionnels, c'est-à-dire de je sais pas comment tu gères tes enfants, le lever le matin, etc. Alors moi, je suis coprésidente de Fusalp. Je suis pas DG, je l'ai été par moment, mais là, je le suis pas. Donc j'ai un quotidien fusalpien qui est quand même beaucoup plus léger qu'à d'autres moments. Ouais. On a recruté un nouveau DG l'année dernière qui est formidable et qui fait un boulot justement pour développer le wholesale, qui a une expérience sur ces niveaux-là formidable. Donc j'ai beaucoup d'enthousiasme pour l'avenir. Mais du coup, moi, mon quotidien, c'est quand même bien déchargé. Je suis là pour la stratégie, je suis là, je vais au moins 3 fois par semaine au bureau, mais du coup, je suis pas en train de gérer l'opérationnel du bureau. Donc ça, c'est quand même, différent. Moi, j'aime faire beaucoup de choses différentes. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'activités, je suis un peu suractive, besoin de faire beaucoup de choses. J'ai 2 enfants dont je m'occupe beaucoup, ça c'est un truc qui a été toujours très très important pour moi. Je suis passionnée de théâtre, j'y vais 3 fois par semaine au moins. En tant que spectatrice. Spectatrice, ouais. Je suis dans plusieurs conseils d'administration et puis je m'occupe beaucoup de philanthropie. On a créé une fondation avec ma famille, j'en ai une qui m'est personnelle, enfin voilà, donc je suis beaucoup dans ces actions-là. Donc donc j'ai des journées extrêmement variées et où tu papillonnes un peu d'une activité à une autre. Voilà, je me dis pas le jeudi c'est ça, le mercredi c'est ça. En revanche, je travaille tout le temps. Le samedi, le dimanche, en vacances, pas 12 heures par jour tous les jours, mais j'ai pas de break. En fait, je me suis rendu compte que faire des breaks, pour moi, c'était très anxiogène. Ah oui. Tu vois, partir, alors ça m'arrive de faire, mais même, je peux pas, quand je me disais, bon allez, pendant une semaine, je ne lis pas mes emails, je vais me déconnecter et tout, en fait, j'étais hyper malheureuse. Ah bon? Ouais. Pas tellement sur le moment, mais en revenant. Parce que tu avais la pile de mails accumulée. Oui, et puis surtout que j'avais l'impression de plus être au courant, qu'on avait pris des décisions, que je savais. Enfin, alors c'est pas un surcontrôle parce que je suis quand même présidente, donc je suis en arrière, tu vois. C'est le DG qui est en lien avec le CODIR. Je fais hyper gaffe à pas. Alors je suis en lien direct quand même avec le directeur financier, bien sûr, et puis un peu avec la com. Mais même si je les vois tous, on fait des réunions ensemble, c'est quand même le DG qui est leur DG. Il faut faire très très attention à ça. Mais du coup, j'ai quand même besoin d'être au courant des choses, de savoir que les gens peuvent compter sur moi quoi qu'il arrive, d'être toujours là. Et c'est plus facile pour moi de gérer ça que de gérer des breaks. Pourquoi et quand est-ce que vous avez pris la décision justement que tu ne serais plus DG, et je crois que tu l'as été par intermittence, il y avait d'autres personnes aussi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en fait en tant que dirigeant d'entreprise, en fait la question de son propre rôle, elle est intéressante et puis elle est souvent assez fluctuante. Nous, tu sais, on a aussi recruté une DG formidable d'ailleurs chez Gemio, Sophie Gary, qui nous a rejoint il y a maintenant 9 mois. Mais c'est vrai que tu sois entrepreneur, fondateur ou pas, je pense que c'est quand même c'est à la fois un pas vers l'avant et en même temps pas évident à organiser. Et donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ce cheminement-là aussi? C'était évident pour vous ou pas? Oui, c'était très évident parce que on est arrivé, comme tu sais, on est parti d'une entreprise qui faisait 5 millions d'euros. On l'a porté là, on est à 65, mais l'objectif c'est d'aller à 120, 150, enfin voilà. Et c'est plus. Pas du tout, oui, mais plus. Sky is the limit. Of course. Et en fait, c'est pas la même chose de travailler une marque qui fait 5 millions d'euros, d'aller trouver une petite boutique, de défaire les cartons parce que la nuit de l'ouverture, j'étais dans la remise en train de faire le merch, tu vois, que d'aller commencer à ouvrir d'autres choses, des gros clients wholesale, des boutiques là, on va inaugurer une nouvelle boutique sur Prince Street à Soho. Enfin, c'est quand même pas on joue pas dans la même ligue. Et donc il y a un moment où tu te rends compte, t'as l'humilité de te dire, ça n'est plus moi qui dois le faire. Exactement, et puis j'ai pas cette expérience-là. Moi, j'ai une expérience qui est relativement limitée, la gestion de marque, j'ai un ressenti, je regarde beaucoup ce qui se fait à droite à gauche. Donc, et je pense que au contraire, je suis intéressante pour le DG si je suis un pas en arrière, que je regarde beaucoup ce qui se fait, que je vais rencontrer des gens pour le mettre en contact, pour voir ce qui se fait ailleurs. Si je peux donner un peu une vision un petit peu avec un peu de recul sur les projets qui sont là. Enfin, voilà, je pense que je suis beaucoup plus utile là que dans le day-to-day sur des sujets où lui il a tout le réseau wholesale, où il a travaillé dans 5 boîtes différentes, des petites, des grosses, aux États-Unis, à Paris, enfin voilà, et il a une expérience qui est bien plus riche que moi en management, en beaucoup de sujets. Et donc je suis bien là en backup, mais pour faire oui, je pense que enfin voilà, je suis pas la bonne personne pour faire ça. Et alors concrètement, le rôle de présidente ou coprésidente, c'est quoi?
c'est ça, c'est d'inspirer en fait, de donner une trajectoire, un cadre, le cadre de la marque, ce que fait Fus'Alps, ce que ne fait pas Fus'Alps, l'expérience aussi, des choses qu'on a testées qui n'ont pas fonctionné, mais peut-être qu'elles peuvent refonctionner à un autre moment de la vie de Fus'Alps, et donc être un peu une boussole, quoi, pour dire on va vers là, fonçons vers ça, aller plus loin, challenger, donner des objectifs un peu plus ambitieux, ou au contraire dire bon là il faut qu'on arrive à être un peu plus prudent. C'est vraiment un cadre. Et vous avez ce changement et donc le fait de recruter, ça a été à peu près autour de quelle taille d'entreprise que vous l'avez fait? Là, on l'a fait à 50, ouais. 55. D'accord. Ouais. Donc très bien. Toujours sur cette question épineuse de l'équilibre de vie, de travail, de vivre ses passions comme le théâtre en parallèle, il me semble avoir vu que tu te lèves très tôt et d'ailleurs tu dis que t'as pas vraiment l'impression de travailler et que finalement tu travailles un petit peu tout le temps. Est-ce que à tous les moments de ta vie, de ta carrière, t'as toujours réussi à conserver ces espèces de bulles pour le théâtre par exemple, pour des moments pour toi ou c'est quelque chose que tu t'es remise à faire un peu plus tard avec plus d'expérience? Je te pose la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils se lancent dans la vie professionnelle en fait qui zappent tout en fait littéralement parce qu'ils n'ont plus aucun temps et puis dès qu'ils ont des enfants alors là c'est mon compte triple donc en fait cette question de comment est-ce qu'on gère un peu tout ce quotidien et toi avec ces multiples activités, je serais curieuse de savoir si ça a été douloureux à un moment donné et peut-être comment t'as mis en place une organisation qui fonctionne pour toi. Non, ça a jamais été douloureux. Moi je sépare quand même beaucoup les choses. Et surtout, je pense que le plus important, c'est d'être vraiment à ce qu'on fait. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, tu le fais. T'as pas ton téléphone à côté en train de faire autre chose. Enfin, j'essaye de vraiment faire une tâche à la fois. Quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Quand la journée a pu être très difficile, je laisse ma journée derrière. Je la fais pas rentrer avec moi dans l'appartement, tu vois. Pour moi, ça a toujours été une règle hyper importante, de pas venir embêter, polluer mes enfants, même mon mari, des soucis de la journée. Et ça, c'est vraiment une règle hyper importante qui m'a beaucoup aidée, en fait, à vivre le stress. Ouais. Parce que si tu le trimbales tout le temps, que t'en parles tout le temps, en plus, tu le ressasses, tu t'en fais profiter tout le monde stresse avec toi, et en fait, ça ne sert à rien. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que je me fais coacher. D'accord. Depuis très longtemps. Quasiment le début de l'histoire. Ouais, depuis le début. Et ça, tu l'as fait pourquoi dès le départ? Je l'ai fait déjà quand j'étais chez Lacoste. Ouais. Parce que il y avait des enjeux très importants. Et que ça me faisait un petit peu peur, vraiment. J'ai souvent peur, tu vois. Et je me dis que justement, quand on a peur, c'est que ce qu'on a à faire est intéressant. Donc je vais très souvent vers ma peur. Mais pour affronter ta peur, il faut quand même être un peu outillé. Et le coaching, alors j'y vais pas du tout tous les mois. Parfois j'y vais 2 fois dans l'année, parfois j'y vais 4 fois. Mais c'est en fonction du besoin. Et ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul sur moi, à vivre ce stress et à essayer d'accepter ce que je suis. Tu vois, d'accepter les choses que je trouvais un peu honteuses. Que j'assumais pas et me dire non, t'as pas été élevé pour être comme ça, mais visiblement tu l'es, donc il va falloir l'assumer et faire avec. Et ça m'aide beaucoup, toujours. Je fais du yoga aussi, ça m'aide beaucoup. Ça lave. Des choses qu'il faut, c'est arriver à trouver des moments où ta tête se vide, et c'est pour ça que j'aime autant le théâtre aussi. C'est parce que quand tu vas pas au théâtre, tu rentres dans un autre temps. T'as un rapport avec le temps qui se distend et qui est très différent, et tu te retrouves face à toi-même. Alors parfois je vois des spectacles, en fait je n'ai pensé qu'à autre chose pendant tout le spectacle, mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Tu vois, tu viens, tu t'endors, tu as ta propre vie pendant un spectacle, mais ça te permet de re-rentrer en contact avec toi ou avec des sujets qui t'interpellent. Et ça c'est hyper salutaire. Merci beaucoup de partager ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être inspirées par cette idée d'aller vers sa peur, que je vois aussi comme un signal, comme tu dis, à la fois de quelque chose d'intéressant. Et ce que je trouve assez fort dans ce que tu dis, c'est ça t'amène vers quelque chose où il va y avoir un challenge, ça va être intéressant, mais du coup il faut que je m'arme. Et c'est ça le point, je trouve, qui est particulier et un peu novateur dans ce que tu dis, c'est que
les gens courageux, c'est finalement un peu facile, c'est bon, j'ai peur, allez tant pis, il faut le faire, j'y vais quand même. Là en fait c'est non, il y a une certaine mesure en fait dans ce que tu dis et une vraie réflexion qui est intéressante. Hyper bien. Écoute, on arrive au bout du podcast et notamment à ce que j'appelle mon grand crible. Alors mon grand crible, tu sais, c'est des questions signatures que je pose à chaque fois à la fin de l'épisode. Et la première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ou un moment difficile, un moment de doute particulier dont tu pourrais nous parler parce que il t'a appris quelque chose sur toi, sur la vie, enfin bref, t'en as tiré un enseignement. Bah oui, je pense que celui auquel je pense le plus, évidemment, c'est probablement la vente de Lacoste, tu vois, qui a été un moment dont je parle pas souvent, mais qui a été un moment évidemment charnière, qui a été très compliqué, mais qui m'a énormément appris. C'est-à-dire que j'ai fait un MBA express, j'ai dû activer énormément de choses. 10 ans d'expérience. Ouais, d'un coup, en 2 mois. Enfin, c'était vraiment très, très intense. Mais ce qui est formidable, en fait, c'est que ça ne m'a pas laissé de séquelles. Ça ne m'a laissé que des choses positives. Et ça m'a vraiment métamorphosé, ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a appris, quand tu dis que ça t'a appris des choses positives, qu'est-ce que par exemple t'en as retiré? Ben, ça m'a donné beaucoup de force en fait pour batailler et puis une certaine assurance. Ça m'a endurci, ouais, très probablement, et ça m'a donné une assurance pour aller parler aux gens, pour défendre des projets, pour tu vois, même à des gens très importants, et aller voilà, défendre ses convictions face à n'importe qui. Et ça a été, c'est extrêmement utile dans la vie de tous les jours quand t'es entrepreneur, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir pour te raconter la vie, pour te dire ce qu'il faut que tu fasses, pour te poser des questions, pour essayer de t'amener vers un endroit parce que c'est leur intérêt. Et donc d'arriver à rester droit et à dire, écoute, non, moi, ma conviction, c'est ça. Et je te remercie beaucoup de ton avis, mais je reste ancrée dans ce qui est bon pour l'entreprise et pour moi. C'est important. Et tu penses qu'avant, tu étais moins... tu te faisais plus influencer, plus emmener dans des directions qui n'étaient pas forcément celles que tu avais envie d'emprunter? Complètement. Hyper intéressant. C'est drôle parce que tu vois, moi j'en discute souvent avec mon mari, Sharif. C'est vrai que on peut avoir une envie de faire plaisir, plaire, ne pas blesser. Et souvent, cette limite, elle est pas facile de trouver une manière de dire non avec une forme de grâce, tu vois, et d'expliquer qu'en fait, désolé, c'est pas prioritaire pour moi. Et dans un monde, et notamment face au succès, c'est pour ça aussi que je te pose la question, parce que plus t'as de succès, plus du coup tu es sollicité quand même. Comme par exemple par des gens comme Pauline qui te font des podcasts. Mais c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation paradoxale qui est que t'es obligé un peu de bander les abdos en permanence parce que t'as littéralement des gens qui en permanence te demandent des choses. Et donc je sais, juste sur ce point qui était pas dans mes questions, mais est-ce que tu aurais des conseils à me donner ou à donner aux personnes autour de toi pour réussir à garder cette ligne de direction quand tu as en permanence à la fois des sollicitations qui peuvent être en plus bienveillantes, hein. Oui. C'est presque les pires à la rigueur, j'ai envie de dire, parce que c'est plus dur de résister. Oui. Donner des conseils, c'est toujours compliqué, mais je pense que peut-être une méthode que t'appliques. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une petite lumière qui s'allume, tu vois, à un moment où je me dis on essaye de m'emmener dans un endroit où je veux pas aller. Enfin, tu vois, il y a un truc. Oui, tu grages. Et en fait, c'est juste pas avoir peur de dire non. Enfin, je suis pas là pour me faire aimer, en fait, tu vois. Je suis là pour respecter les gens, être évidemment bienveillante mais si ce qu'on me propose me convient pas, ça dépend de la manière dont c'est développé, proposé et tout ça. Enfin, tu vois, c'est juste d'arriver à dire non, c'est pas je vous remercie mais non. Et pas être mécontent de ce non, parce qu'en fait, finalement, quand tu dis non, les gens te respectent aussi. Complètement. Et ils te respecteront plus que si t'as dit oui. Ce qui est dommage. Ce qui est triste. Mais c'est comme ça. Mais comme on est dans une société du like où on aime être aimé, souvent on préfère être aimé que respecté. Ouais. Je pense. Peut-être. Est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu trouves beau? Et j'aime bien cette question parce qu'en fait elle est bien sûr au sens littéral d'un objet ou je sais pas d'un coucher de soleil, mais également au sens métaphorique. Ça peut être un comportement, ce que tu veux. Est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce que je trouve beau? Genre, la première chose qui me vient à l'esprit, tu vois, dans ce qui m'émeut le plus, c'est mes enfants. C'est sûr, tu vois, là, en plus, ils sont adolescents, donc je les regarde avec une admiration incroyable, en les trouvant
tellement fantastiques, et quand je me retrouve à dîner face à eux, je me dis mais la chance que j'ai d'avoir des enfants pareils, je les trouve incroyables, et je pense que c'est certainement eux qui m'émeuvent le plus, très certainement. Après, je suis évidemment très touchée par l'art, par le théâtre bien sûr, qui pour moi est l'art dont je suis le plus proche. Et ce qui m'émeut, c'est des tout petits, au théâtre, ce qui m'émeut, c'est des toutes petites choses, en fait. Du jeu très petit, de la sensation très petite, quand on arrive à jouer de manière vraiment précise et qu'une émotion ressort à peine et repart. Ça, je trouve que c'est des moments de grâce. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que tu n'aimes pas observer? Qu'est-ce que tu trouves laid? La flagornerie. Probablement, la bêtise et la flagornerie. J'ai plus du tout de patience avec ça. Ça m'agace profondément, et j'ai pas envie de passer du temps avec des gens qui sont là-dedans. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui à un moment dans ta vie t'a aidé, soutenu, qui te plaît particulièrement, que tu peux partager? Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est une phrase de Clara Guémard qui a dit, un jour je l'écoutais, j'étais venue voir une conférence où elle prenait la parole, et elle a dit, quand on est être entrepreneur, c'est accueillir les emmerdes avec le sourire. C'est pas mal. Et ça, c'est vraiment pour moi un principe de vie. Ouais. Parce qu'à la fin de l'année, t'es toujours là. Donc les emmerdes, t'as réussi à les passer, et de les accueillir avec le sourire, ça les rend quand même beaucoup plus gérables par tout le monde. C'est vrai. J'ai un entrepreneur que j'admire beaucoup, qui était mon mentor, que j'ai eu la chance d'avoir sur le podcast. Il est malheureusement décédé, qui avait dit en fait, pour être entrepreneur, il faut préférer les ennuis à l'ennui. Et c'est un peu ça aussi, c'est qu'en fait, tu sais que les emmerdes vont être là quoi qu'il arrive. Donc, comme tu dis, autant les prendre avec le sourire, parce que finalement, c'est assez inévitable. Ça fait partie du job. Complètement. Dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui, à un moment dans ta vie, t'ont particulièrement marqué? C'est peut-être du coup une pièce de théâtre ou un spectacle que tu aurais vu, qui t'ont marqué parce qu'en fait, ils t'ont fait voir les choses différemment. Enfin, ils t'ont vraiment apporté quelque chose, tu vois, de particulier à un moment. Oui, ouais. Il y a plusieurs livres. Il y a un livre que j'ai adoré qui s'appelle Americana, d'une auteure nigérienne, qui est absolument incroyable. C'est un livre fantastique, en fait, où c'est cette jeune femme, cette auteure, qui raconte qu'en fait, qu'elle a compris qu'elle était noire le jour où elle a posé un pied aux États-Unis. Et elle raconte en fait son arrivée aux États-Unis, et le roman est fantastique, et c'est vraiment un livre assez fondateur, que je trouve important de lire. Je mettrai le nom de l'auteur dans les notes de l'épisode. Écoute, Sophie, un grand merci pour ton temps, d'avoir partagé cette aventure assez dingue quand même de Fussalpe, et puis bravo quand même pour ce succès qui, j'imagine, n'en est qu'à son début, et je te le souhaite bien sûr, mais ça a l'air très bien parti. Merci d'avoir partagé en fait tes points de vue avec je pense pas mal de franchise, donc c'est pas toujours facile, donc merci d'avoir pris ce temps. Est-ce qu'il y a un dernier message peut-être que tu as envie de passer à l'audience à l'aune de ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Oui, il y a la chose à laquelle je pense toujours, c'est qu'il faut mettre de la joie dans les choses, et le présupposé requis à toute journée, à toute chose qu'on commence, c'est le faire dans la joie. Commencer avec le sourire. Voilà, exactement. Écoute, un grand merci pour ces mots, et à bientôt. Merci beaucoup, Pauline.